Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 72 de la banque orale CCP. Donc voici l'exercice, soit n un entier naturel non nul, soit f un endomorphisme d'un espace vectoriel grand E de dimension n, et soit E égale E1 En une base de grand E. On suppose que f de E1 est égal à f de E2 est égal à etc. est égal à f de n est égal au vecteur v, où v est un vecteur donné de l'espace vectoriel grand E. Question 1, donner le rang de f. Question 2, f est-il diagonalisable? Discuter en fonction du vecteur v. Donc on va commencer par la première question, donc donner le rang de f. Donc le rang de f, je vous rappelle, par définition, c'est la dimension de l'image de f. Or, l'image de f, c'est aussi égal à vec de f de E1, f de E2, f de n, puisque E1, E2, En forment une base de l'espace tout entier grand E. Or, f de E1, f de E2, f de n sont tous égaux au vecteur v. Donc du coup, cet espace-là, il est égal à l'espace engendré par le vecteur v. Et donc, on va discuter en fonction de deux cas. Donc, si v est égal à 0, du coup, on a donc on a un espace engendré par le vecteur nul. Donc, c'est en fait l'espace nul. Et cet espace nul, il est forcément de dimension 0. Donc, du coup, le rang de f sera égal à 0. Ici, v est différent de 0. Du coup, l'espace sera engendré par un vecteur non nul, qui est de dimension du coup 1. Donc, du coup, le rang de f sera égal à 1. Donc, voilà pour la première question. Alors ensuite, pour la deuxième question, on va faire quelques rappels qui vont nous être essentiels pour résoudre cette question. Donc, soit U, un endomorphisme d'un K espace vectoriel grand E de dimension finie n supérieure ou égale à 1. Donc, premier théorème, soit lambda appartenant au spectre de U. Donc, le spectre de U, je vous rappelle, c'est l'ensemble des valeurs propres de l'endomorphisme U. Donc, soit lambda, une valeur propre de U. Alors, on a que la dimension de l'espace propre est toujours comprise entre 1 et m lambda. Donc, m lambda, c'est la multiplicité de la valeur propre lambda dans le polynôme caractéristique. Lambda, je vous rappelle, c'est l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Donc l'espace propre, c'est le noyau de U moins lambda identité. Théorème deuxième, donc U est diagonalisable si et seulement si deux points. Le premier point, si le polynôme caractéristique est scindé sur grand K. Et deuxième point, si pour toute valeur propre lambda, la dimension de l'espace propre est égale à la multiplicité de la valeur propre lambda. Donc il faut vraiment avoir ces deux conditions pour avoir l'équivalence avec le fait que U soit diagonalisable. Alors, c'est pas forcément très clair, donc je vous le rappelle ici. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un polynôme est scindé? Donc un polynôme est scindé, ça veut dire qu'il se factorise sous la forme P égale donc une constante fois x-1 fois x-n, où tous les i sont des éléments de grand K. Donc en fait, un polynôme il est scindé s'il s'écrit tout simplement comme produit de polynômes de premier degré, avec éventuellement une constante devant. Donc voilà, donc là j'ai fait tous les rappels nécessaires pour résoudre la question numéro 2. Donc f est-il diagonalisable? Discuter en fonction du vecteur v. Donc on va commencer par les cas simples. Donc si v égale à 0, donc qu'est-ce qui se passe quand v égale à 0? Du coup, on voit que f de E1 égale f de E2 égale f de n égale le vecteur nul. En fait, tous les vecteurs de la base vont s'envoyer sur 0 par l'endomorphisme f. Or, tous les vecteurs de l'espace vectoriel grand E est combinaison linéaire des vecteurs de la base. Donc du coup, en fait, tous les vecteurs de l'espace grand E vont s'envoyer également sur 0 par l'endomorphisme f. Donc en fait, f va être égal à l'endomorphisme nul. F va être égal à 0. Et donc f est égal à 0. Donc si je représente sa matrice dans n'importe quelle base, j'aurai la matrice nulle qui est forcément diagonale et donc diagonalisable. Ensuite, on voit ici que n est un entier naturel non nul. Donc ça veut dire que n c'est un entier qui commence à partir de 1. Donc on va faire le cas où n égale à 1. Donc si n égale à 1, donc E du coup est de dimension n, vous voyez ici. Donc ça veut dire que E est de dimension 1. Donc si E est de dimension 1, ça veut dire du coup que la base ici a qu'un seul vecteur. Donc E est engendré par le vecteur E1. Donc c'est ce qu'on va mettre ici. Donc la matrice de f dans la base E1, du coup, ça va être une matrice qui va être une matrice 1 fois 1. Donc une matrice 1 fois 1, c'est forcément diagonalisable, car c'est diagonale, d'accord? Donc du coup, on a montré que quand n égale 1, dans tous les cas, l'endomorphisme f est diagonalisable.
Alors maintenant, on va faire tous les autres cas. Donc on va supposer du coup que V est non nul, puisqu'on a traité le cas V égale 0. Et on va supposer que n est supérieur ou égal à 2, puisque n est strictement inférieur à 2, on a traité, puisqu'on a traité le cas n égale 1, et puis on commence à partir de 1. Alors, on a du coup que l'image de f, c'est égal au vecteur de v. Donc ça, on l'a vu à la question numéro 1. Et que la dimension de l'image de f, c'est forcément égal à 1. Donc là, c'est 1 puisque v est non nul. D'accord? On l'a supposé ici. Donc par le théorème du rang, alors le théorème du rang, je vous le rappelle à l'oral, donc il nous dit que la dimension du noyau de f plus la dimension de l'image de f, c'est égal à la dimension de l'espace de départ. Donc ici, ça va être la dimension de e qui est égale à n. Donc du coup, on va pouvoir exprimer la dimension du noyau de f. Donc la dimension du noyau de f, du coup, ça va être l'espace, donc la dimension de e, donc c'est-à-dire n, moins la dimension de l'image, donc 1. Donc la dimension du noyau, du coup, c'est égal à n-1. Et là, le cas n est supérieur ou égal à 2, ça va vraiment être utile, puisque comme n est plus grand que 2, bah, n-1 va être supérieur ou égal à 1. Et donc du coup, ça va être strictement plus grand que 0. Donc ça va être non nul. Donc en fait, le noyau a une dimension non nulle. Donc ça veut dire que le noyau a des éléments, a des vecteurs non nuls. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc si le noyau a des éléments qui sont non nuls, bah, ça veut dire en fait que 0 est une valeur propre. Puisque du coup, je vous rappelle, noyau de f moins 0 identité, ça correspond à un espace propre hein, quand il est de dimension non nulle. Donc du coup, on va pouvoir écrire qu'il existe lambda dans grand K, tel que le polynôme caractéristique, c'est égal à x puissance n-1, x moins lambda. Donc je vais détailler un petit peu ce point-là. Donc comme le noyau de f a une dimension strictement plus grande que 0, ça veut dire que 0 est valeur propre. D'accord? Donc noyau de f moins 0 identité, on calcule ça pour avoir la dimension de l'espace propre. Donc noyau de f moins 0 identité, c'est le noyau de f en fait. Et la dimension, on l'a calculé grâce au théorème du rang, c'est n-1. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on va utiliser du coup le premier point, le premier théorème qu'on a vu tout à l'heure, qui nous dit que la dimension de l'espace propre est comprise entre 1 et la multiplicité. Donc en fait, la multiplicité d'une valeur propre est toujours plus grande que la dimension de l'espace propre. Donc du coup, en fait, la multiplicité de 0 ici va être plus grande que la dimension de l'espace propre ici, donc ça va être plus grand que n-1. Donc c'est pour ça que dans le polynôme caractéristique, on a forcément 0 qui est racine de multiplicité au moins n-1. Donc l'ordre de la racine est forcément plus grande que n-1. Donc comme le polynôme caractéristique est de degré n, eh bien forcément il nous reste une autre racine qui peut être aussi 0. Hein, d'accord? Donc il y a une autre racine lambda qui est soit 0 également, ou soit différente de 0. Donc là, on va pouvoir maintenant utiliser le deuxième théorème qu'on a rappelé. On voit que le polynôme caractéristique, il est scindé. D'accord? C'est bien un produit de polynômes de degré 1. Donc il nous suffit maintenant de vérifier le deuxième point du théorème qui dit que la dimension de chaque sous-espace propre doit être égale à la multiplicité des valeurs propres. Et du coup, m de 0, alors on a deux cas, la multiplicité de 0, donc quand on regarde le polynôme caractéristique, soit donc lambda est différent de 0, et donc dans ce cas-là, 0 a pour multiplicité n-1, d'accord? La racine est d'ordre n-1 ici, ou soit lambda égale à 0, et si lambda égale à 0, bah du coup, ça fait x puissance n, le polynôme, et donc du coup, 0 est racine d'ordre n, et donc la multiplicité de 0, c'est bien n. Donc on a deux cas de figure en fonction si lambda égale à 0 ou si lambda est différent de 0. Donc on va traiter ces deux cas. Donc si lambda égale à 0, du coup, on a x puissance n comme polynôme caractéristique, et donc 0 est valeur propre de multiplicité n, d'accord? m0 égale n. Donc la dimension de E0 de f, donc je vous rappelle, E0 de f, c'est l'espace propre, associé à la valeur propre 0, donc c'est le noyau de f moins 0 identité. Donc en fait, c'est le noyau de f. Bah, la dimension de E0 de f, c'est la dimension du noyau de f. Et ça, on l'a calculé juste avant, c'est n-1. Donc là, on a la dimension de l'espace propre. Et du coup, est-ce que c'est égal à la multiplicité de 0 dans le polynôme caractéristique? Eh bien non, puisque la multiplicité de 0 dans le polynôme caractéristique, on vient de le voir ici, m0, c'est n, d'accord? Donc on voit que c'est strictement inférieur à m0. Donc la dimension de l'espace propre n'est pas égale ici à la multiplicité puisque c'est strictement inférieur. Et donc du coup, le deuxième point du théorème ne s'applique pas, et donc ça permet de conclure que f n'est pas diagonalisable. Maintenant le deuxième cas, donc si lambda est différent de 0, donc si lambda est différent de 0,
du coup, lambda donc, est une valeur propre aussi non nulle de f, d'accord? On a une nouvelle valeur propre qui est différente de 0, donc non nulle. Et la multiplicité de lambda, c'est égal à 1, d'accord? On voit bien que lambda ici est une racine simple d'ordre 1. D'où la dimension du coup de E0 de f, donc la dimension de E0 de f, ça change pas, hein, c'est toujours la dimension du noyau de f, donc c'est toujours n-1. Et c'est égal du coup cette fois-ci à la multiplicité de 0 dans le polynôme caractéristique, puisque du coup 0 là devient une racine d'ordre n-1, puisque lambda est différent de 0, d'accord? Donc là on a bien la dimension de l'espace propre qui est égale à la multiplicité, donc il faut le vérifier pour toutes les valeurs propres, hein, pour que ça marche. Donc maintenant il reste à vérifier pour lambda. Donc la dimension de E lambda de f, donc puisque lambda est une valeur propre, donc la dimension de E lambda f est forcément non nulle, hein, puisque lambda est une valeur propre, et du coup ici ça va être égal à 1. Or ici on a déjà n-1, donc forcément ici on doit avoir 1. Ça peut pas être plus grand que 1, d'accord, hein, puisque sinon si on sommerait les deux, on dépasserait n, ce qui serait problématique. Donc la dimension de E lambda f est égale à 1, et du coup c'est égal à m de lambda, la multiplicité de la valeur propre. Donc on voit bien que dans les deux cas, la dimension de l'espace propre est égale à la multiplicité. Donc on applique le théorème qui nous dit que si le polynôme est scindé, le polynôme caractéristique est scindé et que la dimension des espaces propres est égale aux multiplicités, alors l'endomorphisme est diagonalisable. Donc voilà pour la question numéro 2. Alors je rajoute une dernière question, c'est une question qu'on peut vous poser sur cet exercice à l'oral. Donc exprimer trace de f avec les données de l'énoncé. Donc voici, je vous rappelle l'énoncé. Donc comment exprimer trace de f? Donc ça c'est une question qui peut être intéressante, qu'on peut vous poser le jour de l'oral, qu'un examinateur peut vous poser. Donc c'est intéressant de savoir y répondre. Donc il existe des constantes x1, x2, xn, telles que le vecteur v, donc c'est le vecteur v qui est ici, hein, est égal à x1 e1 plus x2 e2 plus xn en. Donc oui, puisque v c'est un vecteur quelconque de e, donc on peut l'exprimer comme combinaison linéaire de e1 en, puisque e1 en est une base de e. Et donc du coup, on l'exprime comme combinaison linéaire de e1 en avec x1, x2, xn, les constantes. Donc en fait, x1, x2, xn, c'est les coordonnées, si vous voulez, du vecteur v dans la base e1, e2, en. Donc du coup, on peut exprimer la matrice de f dans la base E. Donc je vous rappelle comment faire pour exprimer un endomorphisme dans une base. Donc la première colonne, ça va correspondre à l'image de E1 exprimée dans la base E. Donc du coup, f de E1, c'est en fait égal à V. Et V, on l'exprime dans la base E. Les coordonnées, du coup, ça va donner x1, x2, xn. On l'a fait juste avant. Donc du coup, on met x1, x2, xn. Ensuite, on fait pareil ici, mais avec f de E2. Donc f de E2, c'est en fait encore le vecteur V. Et le vecteur v dans la base du coup E, c'est x1, x2, xn. Pareil. On fait pareil avec f3, etc. f de e3 jusqu'à f de en. Donc du coup, on obtient ça comme matrice. Et on va pouvoir du coup trouver la trace, puisque la trace ne dépend pas de la base dans laquelle on choisit la matrice. Donc du coup, la trace de f, ça va être la somme des coefficients diagonaux. Donc ça, c'est la définition de la trace, hein. Donc ça va donner du coup x1 plus x2 jusqu'à xn. Et en fait, du coup, autrement dit, on peut dire que la trace de f est la somme des coordonnées du vecteur v dans la base E.